Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations ce vendredi 1er décembre 2017. Ça y est, on arrive dans le dernier mois de l'année. Et oui, ça passe très très vite. J'espère que vous allez bien. C'est Nicolas qui vous accompagne et je suis avec vous jusqu'à 16h15, 16h30. On va voir comment ça va tourner pour parler des actions de la région et des associations qui se mobilisent. Vous le savez, le mois de décembre, c'est un mois particulier puisque c'est le mois du Téléthon. Et oui, ça y est, on arrive à cet événement que vous connaissez maintenant et vous le savez, Radio Puisalène se mobilise pour le Téléthon. On en reparlera dans les prochaines minutes parce qu'il y a un événement qui a lieu le 17 décembre pour nous. Mais le Téléthon, officiellement, c'est le 8 et le 9 décembre. Nous allons en parler aujourd'hui dans les studios de Radio Puisalène en compagnie de la coordinatrice du Téléthon dans l'Oise Est. Alors, on va parler un petit peu des coordinations parce que c'est pas exactement les mêmes délimitations que les départements. Et Dieu sait qu'avec le nombre de manifestations qu'il y a, il faut mieux diviser en deux. On va retrouver tout de suite Rolande Charlot qui est donc dans nos studios de Radio Puisalène. Bonjour Rolande. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous ? Très bien. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir pour parler du Téléthon, de notre Téléthon 2017, qui a débuté il y a quelque temps déjà, mais qui va être officiellement, comme vous le dites si bien, le 8 et le 9. C'est vrai que la semaine prochaine, à cette heure-ci, on sera plus très loin du début puisque ça démarre le vendredi à 19h. Ça va jusqu'au dimanche à 1h du matin. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent tout au long de ce week-end. Et ça a commencé même depuis beaucoup de semaines puisque je crois que pour la coordination de l'Oise Est, ça a commencé dès le mois de septembre. Tout à fait. Donc le 30 septembre et le 1er octobre, on a commencé par les motos de Venette, le RTC, qui est une manifestation où le président Romuald de Sels fait le Téléthon depuis 24 ans. Donc je tenais à le saluer et le remercier pour son action qui de plus en plus s'élève. Cette année, il fait le Téléthon sur 15 jours, c'est-à-dire du 25 au 10 décembre, 25 novembre au 10 décembre. C'est à signaler quand même, et où il y a toute la journée des activités. Merci à lui. Et Dieu sait que ça se mobilise partout parce que ça a déjà commencé dans certaines villes, notamment du côté de Venette. Il y a même des événements qui ont lieu pas plus tard que demain. On va en parler tout au long de cette émission. Et également dans le département de l'Aisne, ça se mobilise aussi puisque j'ai quelques informations, notamment du côté de Pinon, du côté de Soissons. D'ailleurs, j'en profite d'ores et déjà pour vous dire, si vous êtes président d'association, que vous organisez un événement dans le cadre du Téléthon, n'hésitez pas à nous le communiquer puisque Radio Puisalène se met vraiment au service des associations et comme chaque année, Radio Puisalène vous propose de parler de votre événement gratuitement. Ça veut dire que si vous avez un événement qui se passe, peut-être même cet après-midi, vous nous écoutez aujourd'hui et que vous avez un événement qui se déroule que ce soit ce soir ou demain ou la semaine prochaine ou même après la date officielle du Téléthon, puisque il y a des événements qui ont lieu après la date du Téléthon et c'est le cas notamment pour nous ici à Radio Puisalène. Si vous avez un événement dans le cadre du Téléthon et que vous souhaitez nous le dire, vous pouvez le faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous nous appelez immédiatement au 03 44 75 30 00. Le standard de Radio Puisalène se met au service du Téléthon cet après-midi et ce jusqu'à 16h30, 16h45 pour annoncer l'ensemble des manifestations. Merci. C'est normal, c'est notre contribution, comme chaque année. C'est vrai que chaque année, on se mobilise pour le Téléthon, avec un marathon également tout au long du week-end sur notre antenne. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Alors, justement, on va quand même parler du Téléthon, parce qu'il faut savoir que ce Téléthon fête cette année les 30 ans. Eh oui. Tout à fait. 30 ans de Téléthon, 30 ans d'action. 30 ans de mobilisation, de bénévole en bénévole, pour soigner, pour guérir surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'AFM, Téléthon, que les malades, que les familles sont là pour nous soutenir et pour nous encourager, nous en tant que bénévoles, à aller plus loin.
Donc ça, c'est très important. Le Téléthon, pour rappeler un tout petit peu son histoire, mais je sais que tout le monde la connaît. Mais enfin, j'aime bien rappeler quand même. Et c'est important de rappeler, effectivement. Tout à fait. Donc 30 ans, c'est un vrai combat. En 1986, tout a commencé par donc la découverte du gène de la myopathie de Duchenne. Donc ça, c'était très important. Cette maladie vraiment mortelle, elle l'est toujours d'ailleurs, mais on peut quand même, grâce à toutes les recherches qui ont été faites et à toutes les thérapies qu'on a pu trouver, au moins ralentir l'échéance. Ensuite, donc, il fallait de l'argent pour le Téléthon. C'était bien beau de créer une association, mais sans fonds, on ne pouvait rien faire. Donc, en 1987, le premier Téléthon, et en partenariat avec France 2, a été lancé par Monsieur Barato, le président donc de l'AFM à ce moment-là. Il a été lancé sur un petit défi, pour la petite histoire, avec Jerry Lewis. Donc Jerry Lewis, que Monsieur Barato avait rencontré, ne croyait pas que le Téléthon marcherait en France. Il ne connaissait pas les Français sans doute. Donc ils avaient fait un petit pari. Et effectivement, le Téléthon a été lancé en 87 et il a dépassé bien toutes les espérances. On ne peut pas comparer à l'heure actuelle, bien entendu, mais c'était formidable pour l'époque, surtout pour une première. Et Monsieur Barato, donc, a invité au Téléthon suivant Jerry Lewis pour lui faire voir combien la générosité des Français, combien on pouvait se mobiliser, et ça, c'était formidable. Alors il faut quand même préciser pour l'anecdote qu'en 1987, lors de la première édition du Téléthon, donc Antenne 2 à l'époque, avait mis en place un compteur de 8 chiffres. Donc déjà 8 chiffres, il faut quand même les remplir. Hein. Il faut quand même rappeler l'époque, on était en francs. Ah ouais. Donc il faut essayer de s'imaginer. Déjà 8 chiffres, il faut les remplir. Oui. Et pour l'anecdote, en 1987, face au succès du Téléthon, Antenne 2 avait été obligée de faire le 9e chiffre en bois, tellement qu'il y avait eu de promesses de dons. Voilà. Tellement les gens s'étaient mobilisés et avaient compris que on ne pouvait pas laisser les familles et les enfants et les malades tout seuls comme ça errer. Voilà. Et donc bravo. Vous connaissez bien l'histoire du Téléthon, Nicolas. Ah vous savez, comme je vous ai expliqué en antenne, ouais. C'est vrai que j'ai l'habitude de suivre le Téléthon chaque année, à la télé déjà. Et puis j'ai fait partie des équipes maintenant. Je me suis un petit peu retiré pour raisons professionnelles, mais j'ai fait partie des équipes qui ont œuvré pour le Téléthon. Et je sais que avant je faisais le Téléthon là où j'habite, donc à côté de Soissons. C'est vrai que c'était une formidable mobilisation. Au départ, on n'était que 100 personnes au tout début. À un moment, on a changé de salle, puisque la salle était beaucoup trop petite. À chaque fois, on devait refuser du monde. Et on est arrivé dans une autre grande salle. Et figurez-vous que la salle, on l'a remplie et on a fait quand même 300 personnes. 300 personnes qui donnaient pour le Téléthon. Formidable. Et on arrivait à des chiffres sur les années précédentes où on pouvait monter jusqu'à 4 000 voire 5 000 euros qui étaient reversés pour le Téléthon. Quelle générosité et puis quelle mobilisation pour tout ça. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Et je sais d'ailleurs que du côté de Belleux, c'est la ville où j'habite. Oui. Il y aura quelque chose pour le Téléthon la semaine prochaine, donc le week-end du Téléthon. Le vendredi, je crois qu'il y a un repas qui est prévu. Peut-être que les responsables à Belleux nous écoutent, donc s'ils ont les informations, ils peuvent nous appeler. Il n'y a aucun souci, puisqu'on passe l'annonce gratuitement, on rappelle. Voilà, merci. Alors continuons à parler de l'histoire du Téléthon. Voilà, donc en 88, donc après le premier Téléthon, en 88, on a créé un nouveau métier pour accompagner, bien entendu, les familles. Parce que les familles étaient un petit peu perdues, seules en face de la maladie de leurs enfants ou de leurs proches. Et donc, c'était plus possible. On avait créé le Téléthon, donc il fallait avancer. Donc, on a créé un nouveau métier pour accompagner les malades au quotidien. Et depuis, il y a 168 professionnels référents parcours de santé aujourd'hui partout en France. Donc c'est beaucoup. C'est pas mal. Et il y en manque encore un petit peu. Mais on espère qu'avec la générosité qui va continuer, on arrivera à pallier à ce petit manque. En 90,
Une étape très importante, ça a été la création du laboratoire Généton. C'est une usine, qu'on peut dire, à traquer le gène. Pour déterminer de quoi souffraient les malades, encore fallait-il arriver à déterminer la maladie dont ils souffraient. Donc c'est au Généton qu'on a fait les premières recherches sur le gène. De 92 à 96, il y a fallu un petit peu de temps pour faire la publication des recherches faites par Généton, les premières cartes du génome. Et ça, c'est grâce à l'AFM, grâce au Téléthon, grâce à tout le monde, que les chercheurs ont pu trouver les cartes du génome. C'était très très important de pouvoir déterminer les maladies dont souffraient les malades. En 96, on a fait aussi la création, l'AFM a créé l'Institut de myologie, centre d'expertise sur le muscle. Parce que vous savez que les myopathies, ce sont des maladies génétiques, mais qui attaquent tous les muscles. En 96, donc, cet institut de myologie, ce centre d'expertise du muscle, a permis d'avancer un petit peu sur la détermination pour donner un nom aux maladies. En 2000, donc 4 ans après, des bébés bulles atteints d'un déficit immunitaire sont traités avec succès par thérapie génique. La thérapie génique, donc, a aussi beaucoup contribué à ce que ces bébés-là, qui n'avaient aucune immunité, puissent être guéris ou améliorer leur état. En 2001, la création de la plateforme des maladies rares, rassemblant 6 principaux acteurs français et européens. En effet, les maladies rares, il n'y a pas que les myopathies, il y avait beaucoup de maladies rares, sachant qu'on en a 3000 en France actuellement, et que dans ce moment-là, l'État ne palliait pas, n'aidait pas ces gens qui étaient atteints de maladies rares pour les encourager et pour aussi les soigner. Donc il n'y avait rien là-dessus. La plateforme des maladies rares donc existe toujours, bien entendu, et on découvre de plus en plus, grâce aux recherches, que les maladies rares, on arrive à les soigner, maintenant, pas toutes bien sûr, mais on arrive quand même, et que ces maladies rares, on arrive aussi à soigner les maladies plus communes, c'est-à-dire pour le cerveau, le cœur, tous les muscles. En 2005 déjà, on a créé aussi le laboratoire ISTEM, c'est pour les cellules souches. Donc le laboratoire ISTEM, les cellules souches, c'est très très important parce que, par exemple, pour reconstituer lors de brûlures très graves, on peut reconstituer entièrement quelqu'un qui est atteint, par exemple, de brûlures au visage, on peut lui reconstituer, grâce aux cellules souches, le visage. Donc ça, c'était une grosse avancée aussi. En 2009, 2 enfants atteints d'adrénoleukodystrophie, pour vous dire plus simple, de maladie du cerveau, sont traités par thérapie génique toujours. Et grâce à cette thérapie génique, leur maladie est stoppée. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de dégénérescence du cerveau. ISTEM réussit à reconstruire donc, comme on a dit, un visage, arrive aussi à traiter au point de vue du cerveau, donc tout ça c'est bien. En 2012, lancement de l'Institut des biothérapies. Ça vous fait beaucoup de choses, beaucoup de laboratoires, mais c'est pour vous montrer quand même que l'argent des bénévoles, que tout ce que vous faites, sert. Donc, lancement de l'Institut des biothérapies, ça veut dire que 530 chercheurs environ qui accélèrent la mise à disposition des traitements. Donc, qui font des recherches pour aller de plus en plus vite et de plus en plus loin pour guérir. En 2015, l'ouverture de l'Institut Emotion, qui fait des essais dédiés aux essais cliniques de thérapie innovante pour les enfants atteints de maladies neuromusculaires. Nouveau succès de thérapie génique dans un déficit immunitaire, le syndrome de Wiskott-Aldrich. Et ça, c'était un grand pas, parce que on a pu soigner vraiment et guérir grâce à cette avancée. La dernière étape jusqu'à présent, en attendant 2017, en 2016, la création d'Hyposkésie.
C'est un premier acteur industriel français du développement et de la production de médicaments de thérapie innovantes. C'est-à-dire que pour faire les médicaments, pour, dans un premier lieu, nos essais, et ensuite pour guérir. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'historique de tout le Téléthon, de 30 années. D'accord. Alors, tout d'abord, on va parler quand même, il y a quand même eu déjà des manifestations qui se sont déjà déroulées dans votre coordination. Tout à fait. Notamment, début novembre, il y a eu Monsieur Pointin avec les danseurs compiègnois qu'on avait reçus dans les studios de Radio Puisalène dans le cadre du rendez-vous. Oui. Dans le cadre du rendez-vous des associations. Et Monsieur Pointin avait organisé justement un événement au centre de rencontre de la Victoire. C'était au mois de novembre dernier. Tout à fait. Le 5 novembre exactement. Et ça a permis de reverser à la ville de Compiègne, puisqu'il faisait ça dans le cadre de Compiègne, la somme de 1690 €. Donc on le remercie pour sa générosité. Je suis allée le voir rapidement parce que j'avais d'autres manifestations, mais j'ai trouvé que les danseurs compiègnois, c'était formidable. Et ça donnait vraiment envie de danser, vraiment envie de s'amuser. Et je sais que les danseurs compiègnois justement se mobilisent également pour d'autres associations, parce qu'ils se mobilisent pour enfants au singulier. Ils se mobilisent également pour l'association Jeanne. Et je sais que les danseurs compiègnois se mobilisent vraiment pour les associations dès qu'ils le peuvent. On a eu l'occasion de le voir en septembre dernier parce qu'il était venu dans les studios de Radio Puisalène, parlait justement de son association et parlait de ses actions envers les différentes associations. Peut-être que Monsieur Pointin nous écoute, on lui fait un petit coucou au passage et on le salue bien fort. Alors, on va parler quand même également de messages clés, voilà. On va peut-être parler un petit peu avant. Où va l'argent? Ah oui, ça c'est important. Ça c'est important. Ça c'est important parce qu'il y a quand même une transparence qui est excellente, parce que chaque année, de toute manière, on le voit dans les 30 heures du Téléthon. Déjà, quand c'est diffusé à la télé, il y a des clips qui précisent bien à quoi ça correspond, comment est utilisé l'argent. Et donc là, justement, vous avez quelques chiffres à nous communiquer. Voilà. Et puis, de toute manière, n'importe qui peut consulter donc le rapport annuel de la Cour des comptes, et ça je tiens à le dire, c'est la transparence. D'ailleurs c'est pourquoi moi, bénévole, je continue à faire le Téléthon depuis de nombreuses années, parce que j'y crois et je sais que c'est transparent. Alors quelques chiffres justement, des chiffres clés. L'année 2016 donc a permis pour la mission guérir, vous savez qu'on a 2 missions principales, c'est guérir et aider. Pour la mission guérir, on a donc pu injecter 73,1 MC qui ont été engagés en 2016 pour cette mission de guérir. Donc c'est beaucoup. Ça fait 73 millions d'euros. Voilà, millions d'euros. Millions d'euros sur une collecte l'année dernière qui était à peu près à un peu plus de 90 millions d'euros. Un peu plus de 90 millions d'euros. Voilà. Et sur ces 90 millions, il y a 73 millions donc qui vont sur la mission guérir. Voilà. Et cette mission donc guérir, c'est 73 millions. Il y a eu 33 essais cliniques en cours ou en préparation pour 26 maladies différentes. Ça aussi, il faut le dire. 26 maladies donc qui on va pouvoir les approfondir et trouver les médicaments pour les guérir. Et justement, il faut aussi préciser quelque chose d'important, c'est parce que on a tendance à croire que pour le Téléthon, c'est mais c'est uniquement pour les maladies rares, mais pas du tout. Il faut quand même préciser aussi que toutes ces recherches qui sont faites pour les maladies rares, elles servent également sur des maladies beaucoup plus communes. Tout à fait. Et ça, c'est très très important. À chaque fois qu'on découvre un traitement pour une maladie rare, automatiquement, ça sert pour des maladies plus communes. Prenons par exemple le cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Donc cette maladie, automatiquement, elle peut servir aussi pour soigner la rétine aussi, les maladies aussi bien donc des yeux, principalement, mais aussi pour améliorer tout ce qu'on peut comme traitement pour la vue. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est vraiment l'importance de bien comprendre. À chaque fois qu'il y a une maladie rare, on peut soigner des maladies
commune, plus commune et plus générale, voilà. effectivement. Et chaque don, chaque recette, chaque manifestation qui va pour le Téléthon, ça peut servir non seulement pour les maladies rares, parce que c'est le but, mais ça sert également sur des maladies beaucoup plus communes. À tout le monde. Et ça peut servir tout le monde. Voilà, tout à fait. Alors ensuite, nous avons aussi, donc grâce aux dons du Téléthon, 3 laboratoires à la pointe des biothérapies dont j'ai parlé tout à l'heure, innovantes. Le Généton, bien entendu, qui n'est alimenté que par les recettes du Téléthon. C'est pourquoi, pour la transparence, nous demandons donc à nos organisateurs, c'est un petit peu fastidieux, mais on leur demande de séparer les dons des recettes. Alors justement, on a une partie des raisons, effectivement, mais il y a aussi un autre aspect par rapport aux déclarations pour les déductions fiscales. Voilà, il y a ça aussi, puisque bien entendu, pour une recette, on reçoit quelque chose en échange, il n'y a pas de récépissé de don, de reçu fiscal. Mais donc ça, c'est aussi un petit détail très important. Voilà. Ensuite, donc, dans ces laboratoires, après le Généton, l'Institut de myologie pour le muscle et ses maladies. Donc, cet institut de myologie fait vraiment de la recherche sur le muscle. Et c'est principalement pour soigner les myopathies, mais d'autres maladies rares du muscle. Un autre laboratoire, le 3e du moins, ISTEM, pour les cellules souches. On a parlé tout à l'heure, quand on refaisait, par exemple, le visage d'une personne qui avait été gravement brûlée, eh ben ça, c'est ce laboratoire-là qui fait toutes les recherches sur les cellules souches. On a aussi, bien entendu, grâce aux dons, 530 experts, j'en ai parlé, de la recherche tout à l'heure, donc je n'irai pas plus loin. Et rassemblés donc pour la dernière étape, c'est-à-dire l'Institut des biothérapies des maladies rares, qui permet justement d'être le support pour toutes les maladies rares. D'accord, donc ça, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est uniquement pour la mission guérir. Hein. Voilà. Mais il y a donc la deuxième mission, à moins qu'il y ait encore d'autres choses. Eh ben, c'est-à-dire qu'on peut parler aussi des programmes, des 250 programmes en cours, qui sont effectués par des jeunes chercheurs et financés entièrement en 2016 grâce aux dons. Et la dernière chose qu'on pourrait dire aussi, c'est la plateforme industrielle Hyposquésie qui fait les médicaments justement pour nos essais thérapeutiques et pour les futurs médicaments pour guérir ces maladies rares. D'accord. Voilà. Donc là, on a fait vraiment le tour de la mission guérir. De la première mission voilà. de l'AFM Téléthon, et là on va aborder la deuxième mission. Voilà. Donc la deuxième mission, comme on le disait, c'est aider. Et c'est très important aussi parce que pour guérir, il faut aussi être dans de bonnes conditions et être bien entouré. Et c'est le cas donc que fait l'AFM, entoure bien les familles de malades et les malades. Donc on donne 33,2 millions d'euros engagés en 2016 pour la mission aider. Ça veut dire que 168 professionnels de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, œuvrent pour le bien-être des malades et de la famille. Ça représente aussi 19 services régionaux qui accompagnent les familles au quotidien. Une ligne d'accueil des familles, lorsque les familles sont en détresse, parce que, par exemple, on n'arrive pas à mettre un nom sur la maladie d'un de leurs enfants, ils peuvent faire donc appel à cette ligne d'accueil qui répond d'ailleurs aux malades 24 heures sur 24. Ça, je ne sais pas si on le savait, mais c'est important. Voilà. Et en France, donc pour le dire aussi, 51 centres de consultation spécialisés maladies neuromusculaires donc sont efficaces en France en 2016. Donc on offre aux malades les meilleurs soins et notamment pour détecter les maladies, pour mettre un nom sur les maladies. Une plateforme des maladies rares, on en a parlé tout à l'heure, qui rassemble 6 acteurs majeurs des maladies rares en France et en Europe. Il n'y a pas que la France, donc on travaille en parallèle avec l'Europe pour guérir et aider. 3 millions de personnes concernées, je vous l'ai dit tout à l'heure, par une maladie rare en France.
Donc il faut qu'on continue à travailler, à donner, à faire des dons pour que tout ceci ne s'arrête pas. Roland, quand vous voyez cette mobilisation, et pas seulement dans votre coordination, mais aussi dans les autres coordinations, que ce soit la coordination de l'Aisne Sud, Aide Nord, Oise Ouest, Oise Est et la Somme, et on parle que de la région Picardie, parce que après c'est vraiment national. Hein. Ah oui, oui, c'est national. Mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir que, et puis on est un peu cocorico aussi, la Picardie, bon, on aime. Voilà. Et on aime aussi les Hauts-de-France, hein, puisque maintenant nous sommes rassemblés. On est rassemblés tous pour la bonne cause, donc on ne peut que se tenir la main pour que ça aille très loin. Exactement, et puis on peut préciser aussi que il y a une ville dans la région Picardie qui sera ce qu'on appelle une ville ambassadrice, c'est-à-dire qu'il y aura un focus qui sera fait dans les 30 heures du Téléthon au niveau de France Télévisions, donc France 2 et France 3. C'est la ville de Saint-Quentin cette année qui sera vraiment mise à l'honneur. Oui, c'est vrai. Cette année, donc, c'est Saint-Quentin qui sera mis à l'honneur. C'est plus vraiment une ville ambassadrice comme on le voyait avant, mais on va la mettre en premier lieu pour notre région picarde. Il y aura un coup de projecteur effectivement qui sera fait sur Saint-Quentin cette année pour le Téléthon. Je sais que l'année dernière il y avait Château-Thierry, il me semble, qui était mise à l'honneur avec les 100 villes pour le Téléthon. Je m'en souviens très bien puisque l'année dernière on faisait l'émission en marathon tout au long de la journée. On avait fini l'émission vers 18h et c'est pile à ce moment-là, au moment où on allait terminer l'émission sur l'antenne, Château-Thierry venait de relever son défi. Tout à fait. Les 100 défis pour le Téléthon, voilà. Là, on voit que toutes les associations se mobilisent sur le terrain, malgré des fois des conditions météo qui sont pas forcément évidentes. On se souvient de l'année dernière, il y avait des événements qui se déroulaient alors qu'il faisait très froid. Là, cette année, j'ai l'impression qu'on se dirige un peu dans le même sens. Oui, ça en prend le chemin, mais ça nous, je crois que partout où je vais, les associations, les bénévoles ne craignent pas le froid. Bien sûr, ils disent on préférerait faire ça au mois de juin. Mais d'un autre côté, le Téléthon, c'est toujours au mois de décembre. Donc, il faut s'y faire. Hein. Et puis, je sais que vous êtes courageux et qu'on fait tout ça pour la bonne cause. Merci. Et comme le disait justement Pierre Tchernia, pour reprendre son expression, le Téléthon, c'est le 14 juillet en hiver. Tout à fait. Et je suis d'accord avec lui, pleinement. C'est-à-dire que là, on voit que toutes les villes, tous les villages, toutes les associations, de la plus petite association à la plus grande, se mobilisent du plus petit village au fin fond de la campagne, à la plus grande ville, se mobilisent. Et là, on voit qu'il y a vraiment une union qui se fait. Une solidarité pour ces actions. Et merci de le dire, Nicolas. D'ailleurs, moi, je tiens à remercier, j'ai des associations, des toutes petites associations, toutes nouvelles, ou des anciennes, qui collectent pas de grosses sommes, ce sont des petits moyens autour d'eux, ils n'ont pas beaucoup c'est des petits villages, mais il n'y a pas de petites sommes. Vraiment, le moindre centime, on pourrait dire, s'il est multiplié par le nombre de Français, ça ferait des grosses sommes et des grosses rivières, et puis même, pourquoi pas, des fleuves et des océans. Donc moi, je pars sur le fait que toute somme, qu'elle soit grosse ou petite, pour le Téléthon, c'est quelque chose de fabuleux. Merci. C'est vrai qu'il faut se mobiliser, et puis j'entends déjà des personnes qui disent j'ai pas beaucoup de moyens, je vais donner 1 euro, mais 1 euro c'est pas grand chose. C'est peut-être pas grand chose de donner 1 euro ou 2 euros, mais si tout le monde le fait, on peut très facilement, très rapidement arriver à des montants importants. Aux 100 millions, par exemple, qu'on vise depuis longtemps pour le Téléthon. Ce serait formidable, on n'est pas loin, donc voilà, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a une mobilisation vraiment importante qui fait en sorte que, voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais si tout le monde donne, forcément derrière, ça fait qu'on peut atteindre des sommes incroyables, tout à fait, des sommes formidables. Pensé. Oui, qu'on ne pouvait pas imaginer. Et il faut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé en 1987 au tout premier Téléthon. Tout à fait. Où au départ il y avait que 8 chiffres et puis finalement ils ont été obligés de faire un 9e chiffre en bois parce qu'il n'y avait pas assez de place tellement qu'il y avait de générosité. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très très important d'en parler. Ça va jusqu'à quelle date à peu près au niveau des manifestations? Pour l'Est, jusqu'au 22 décembre.
Voilà. D'accord. Donc on termine par les écoles. Ce sont des courses du muscle pour les enfants donc qui ont des muscles sains, vont courir pour les enfants qui ne le peuvent pas. Voilà, les muscles malades, les muscles sains pour les muscles malades. D'accord. Et est-ce qu'il y a des événements qui vont, ça va jusqu'à la fin du mois de décembre ou? Eh bien là, probablement parce qu'on peut encore, justement, je fais une petite annonce pour un peu toutes les coordinations, principalement celles dont je m'occupe quand même, hein, je suis honnête, mais on peut faire des contrats encore, on est à la disposition des organisateurs qui auraient envie de faire quelque chose, même à la dernière minute. Donc moi je dis que jusque fin décembre, je peux faire encore des contrats, je suis à votre disposition et vous encourage à le faire. Voilà, donc aussi bien dans la coordination de l'Oise Est aussi que dans la coordination de l'Oise Ouest, Voilà, de l'Aisne partout. Sud, de l'Aisne Nord, de la Somme. Partout. Il n'y a aucun problème. Hein. Si vous vous dites ah bah oui mais j'ai envie de faire quelque chose pour Voilà. le Téléthon, allez-y, vous pouvez y aller Exactement. encore. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à contacter la coordination. Vous avez les renseignements sur le site internet du Téléthon. Tout à fait, tous les renseignements y sont, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez appeler quand vous le voulez. D'accord. Alors on va parler justement donc des enfants qui sont retenus cette année et que vous allez voir sur les différentes affiches qui sont mises en place cette année pour le Téléthon 2017. Alors il y a 3 enfants et une jeune adulte, hein, on peut quand même Voilà, le préciser. Oui, parce que là, Mathilde a 27 ans, donc c'est elle est plus âgée, c'est la plus âgée de toutes les 4 ambassadeurs, enfin ambassadeurs et ambassadrices. Mathilde, elle était atteinte d'un syndrome myasthénique congénital, c'est-à-dire une maladie neuromusculaire qui se manifeste par une faiblesse musculaire accentuée par l'effort. C'est-à-dire que on a découvert ça quand elle avait 5 ans et elle ne pouvait pas tenir debout. Dès qu'elle marchait un petit peu, elle était très fatiguée, etc. Et c'est en 2016 qu'elle est allée voir justement un professeur du Généton, enfin de l'AFM du moins, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un moyen pour la soigner ou quelque chose, ou mettre un nom sur sa maladie, parce que on voyait qu'elle avait une faiblesse musculaire, mais on n'avait pas encore mis le nom exact de la maladie. Donc, à la suite de sa visite, elle a été rassurée, même étonnée, parce qu'elle s'y attendait plus. Et on a découvert qu'elle pouvait être traitée avec des médicaments pour amoindrir cette faiblesse musculaire, petit à petit lui redonner la possibilité de marcher, de faire du sport, de vivre comme tout le monde en fait. Et c'est ce qui est arrivé. Juste pour citer, elle dit « Aujourd'hui je marche 20 minutes d'affilée jusqu'à pouvoir quitter son fauteuil roulant. Aujourd'hui elle marche. » Donc ça c'est très important. Elle fait au même du sport. Elle espère, comme elle dit, à 27 ans, avec son ami, pouvoir avoir un enfant. C'est son rêve. Donc là, c'est encore une belle réussite, on pourrait dire un miracle. C'est le miracle de la science et le miracle aussi de la recherche, mais qui est financé par quoi? Eh ben, par tous les bénévoles, par vous. Donc vous pouvez être fiers de cette réussite. C'est grâce à vous que les chercheurs, que l'AFM a pu continuer. Elle a guéri, on peut le dire, ou du moins redonner confiance à Mathilde et de pouvoir lui permettre de vivre normalement. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est Mathilde. Pour Lou, une petite fille de 4 ans, qui est atteinte d'une amyotrophie spinale. C'est une maladie génétique, rare, neuromusculaire aussi, qui touche les neurones moteurs, alors là c'est un cas différent, entraînant une atrophie progressive de tous les muscles, donc les muscles de tout le corps en fait. Ses parents donc ne savaient pas comment la traiter, jusqu'à ce qu'on découvre aussi, toujours pareil, comme tout à l'heure je vous disais, ce qui est très important, c'est de mettre un nom sur la maladie pour pouvoir soigner. Et c'est pareil pour Lou, on a mis un nom sur la maladie et on va essayer de trouver le traitement qui va la guérir. Tout ça grâce à vos fonds. Alors on va parler des 2 autres ambassadrices enfants, Oui. dont notamment une qui est originaire de la région Picardie. Voilà, Anaëlle.
Anaëlle a 7 ans, elle souffre d'une dystrophie rétinienne mixte. Donc c'est une maladie dégénératrice de la rétine. Donc une maladie très très grave qui entraîne la cécité vraiment très rapidement. Cette maladie, donc, on a mis un nom, elle a un nom maintenant, il faut la traiter. Donc, en 2017, le gène à l'origine de la maladie d'Anaëlle est identifié. Donc, c'est pas vieux, vous voyez. Et identifié, et à l'issue de l'analyse de son ADN, alors tout à l'heure on parlait d'ADN, vous vous rappelez les laboratoires, etc. Donc, c'est grâce, encore une fois, à l'analyse de son ADN que on a trouvé l'origine de cette maladie génétique. D'un coup, on n'est plus sur le qui-vive, comme dit sa maman, elle n'a plus peur. Dès qu'il se passe quelque chose avec Anaëlle, psychologiquement, c'est très compliqué parce qu'on se demande si ça ne va pas avancer plus vite que prévu, cette dégénérescence. Donc on espère des progrès pour tous, reconstruire la rétine avec des cellules souches. Encore une fois, on revient au laboratoire des cellules souches qui a permis, vous vous rappelez, de reconstituer déjà le visage des personnes qui avaient été brûlées. Eh bien là, ce sera la reconstruction de la rétine. Et ça, c'est une première mondiale parce que ça n'existait pas. Donc ça, c'est grâce, encore une fois, à la recherche qu'on va pouvoir soigner. Et ça entraîne plus loin, parce que la DMLA, qui est une maladie dégénérative aussi, mais plus commune, là, puisque maintenant, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, eh bien, grâce à cette recherche et cette avancée, on va pouvoir aussi traiter les maladies plus communes, toujours avec le système des cellules souches pour traiter la rétine. C'est une première, ça. Voilà. D'accord. Et donc, il nous reste un ambassadeur à voir. Voilà. Donc, c'est Apollo qui a 11 ans et il est atteint d'une gamma-sarcoglycanopathie. C'était non savant, tout ça. Qui est une myopathie des ceintures. Ça, on connaît mieux. Une maladie génétique qui touche toutes les ceintures musculaires. Donc, du corps, l'abdomen, les épaules, un peu partout dans le corps. Donc, avec une perte progressive de la marche. Donc, depuis ce que dit son père, depuis tout petit, Apollo marche sur la pointe des pieds. Si très tôt ses parents se sont préoccupés, ce n'est qu'à l'âge quand même de 8 ans, imaginez, il en a 11, qu'un médecin orthopédiste décèle la possibilité d'une maladie neuromusculaire. Donc, cette maladie dont l'anomalie génétique est transmise par les 2 parents. Alors, ce qui inquiète un petit peu cette famille, il faut le comprendre, c'est qu'ils se demandent si les 2 autres enfants qu'ils ont ne vont pas être atteints de la maladie dont souffre Apollo. Donc, nous espérons que non, mais vous voyez l'angoisse que peuvent avoir ces parents. Donc on espère que des progrès vont être faits, l'urgence est là, parce que chaque jour pour Apollo compte, et il faut qu'on découvre rapidement quelque chose. Et Apollo dit toujours « Je lutterai tant que je pourrai », affirme Apollo, qui se définit lui-même comme un guerrier mental, parce que il a un mental très fort pour un petit garçon de 11 ans. Donc, une grande pensée pour lui, et puis que la recherche puisse continuer pour traiter justement ce petit Apollo. Et justement, je pense que les ambassadeurs, ils seront sur le plateau dès vendredi prochain. Voilà. Dès vendredi prochain, 19h, ils seront sur le plateau de France 2, de France Télévisions. Ils vont regarder le compteur. Avec Nagui, avec Sophie Davant, qui sont des animateurs fidèles, et puis tous les animateurs de France Télévisions se mobilisent tout au long des 30 heures pour faire vivre cet espoir du Téléthon. Donc les derniers mots que nous allons pouvoir dire, c'est de remarquer combien ces enfants sont formidables, les 4 ambassadeurs là, et tous les enfants malades en général. Ils sont formidables, pourquoi? Parce que ces enfants vivent au quotidien un véritable calvaire, ils se battent contre la maladie, et ils nous donnent justement, nous, la force de nous battre pour récolter de l'argent, des dons pour le Téléthon.
Et ça, c'est très important. Chaque jour, ces familles et ces enfants ont le courage de se battre, donnant-leur l'énergie de continuer, faisant en sorte que la science avance plus vite que la maladie. C'est pas toujours le cas en ce moment. Pour Anaël, Apollo, Mathilde et Lou, comme pour les milliers d'autres malades, le Téléthon représente l'espoir d'améliorer le quotidien, de trouver un traitement et de guérir. Et c'est pourquoi je tenais à remercier toutes les personnes, tous les bénévoles. Merci à vous, Nicolas, pour ce que vous faites pour le Téléthon depuis des années aussi. Merci à tous. Merci à mes confrères donc des coordinations, de faire comme moi, d'essayer de combattre aux côtés des malades pour qu'ils arrivent à guérir grâce aux dons que nous collectons. Merci à tous. Je pense que nous avons fait le tour de ce rendez-vous des associations. C'est vrai que on a l'habitude chaque année de faire le Téléthon, d'évoquer, de parler des manifestations, de parler de tout ce qui se passe dans la région pour le Téléthon. On en reparlera encore plus la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est vrai que ce sera vraiment le point d'orgue, le feu d'artifice, parce que il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. C'est vrai que ça démarre, ça y est, c'est parti depuis même plusieurs semaines. On l'a évoqué dans ce rendez-vous des associations. Ça a déjà démarré depuis plusieurs semaines sur certains sites, mais là ça va monter en puissance jusqu'au week-end du 8 et du 9, où là ça va partir de tous les côtés, sur toutes les villes, sur toutes les villes, sur tous les villages. Toutes les associations se mobilisent vraiment sur le terrain, et ça c'est vrai que je pense qu'avec un petit peu d'avance, ou même pour ceux qui sont déjà sur le terrain, on peut leur souhaiter bon courage. Oui. Parce que c'est vrai que parce qu'on le dit, on le dit toujours, sans l'aide des bénévoles, il n'y aurait pas toutes ces manifestations pour le Téléthon. C'est vrai. Ça, il faut quand même le préciser. Oui. Alors, vraiment, un immense courage à toutes les équipes qui sont mobilisées, aux responsables de coordination, à leurs équipes, aux bénévoles qui sont sur le terrain, la fameuse force T, ce qu'on appelle cette force T, oui. la force Téléthon, ces bénévoles qui sont sur le terrain et qui vont pas avoir peur du temps qui va arriver, ils vont pas avoir peur du froid, de la neige. On espère qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Oui. Parce que c'est vrai que la plupart des manifestations, il faut dire ce qui est, c'est tributaire du temps, mais il y a des manifestations qui sont en intérieur. Donc si il fait pas beau, les manifestations peuvent être reportées à l'intérieur, dans des bâtiments chauffés. Donc c'est vrai que ça continue. Oui. Et c'est vrai que c'est un immense travail, très très important, qui se mobilise, qui est mobilisé vraiment sur le terrain. Donc un grand bravo et un grand courage à tous les bénévoles qui vont être sur le terrain ces prochains jours et qui l'ont déjà été pour le Téléthon. Et à tous les organisateurs aussi. Exactement. Oui. Et comme vous le disiez très bien, s'il y a des organisateurs qui veulent encore faire des animations pour le Téléthon, tout à fait. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. N'hésitez pas à contacter vos coordinations. Les informations sont sur le site internet, c'est sur le site du Téléthon. Vous avez l'annuaire des coordinations. Oui. Il y a des numéros de téléphone, des adresses mail. Donc n'hésitez pas. C'est pas trop tard. C'est pas parce qu'on est à la semaine avant le Téléthon. Il faut pas se dire. Il faut pas se dire. Mais là c'est trop tard, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini, bien au contraire. Vous pouvez encore faire des événements pour le Téléthon. Et même si c'est pas dans le week-end du Téléthon, c'est pas grave. C'est pas grave, puisqu'on a des manifestations jusqu'au 22 décembre dans l'Est, et je pense que ailleurs c'est pareil. Et c'est à peu près pareil. Et regardez, je prends un exemple concret. Oui. Radio Puisalène, tout simplement. On organise l'événement, le 17. Nous, après le Téléthon. Et pourtant, c'est pour le Téléthon. C'est le Téléthon. Donc, y a aucun souci. Donc, vraiment, c'est une mobilisation générale. Je pense que... Pour la bonne cause. J'espère que pendant cette heure et demie, on vous a donné vraiment tous les éléments, toutes les cartes pour comprendre le Téléthon, comprendre à quoi ça sert, comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans la région, et que la semaine prochaine, si vous voyez une banderole du Téléthon, vous vous dites, je sais ce que je fais pour le Téléthon. Je sais ce que je fais, et je sais pourquoi.
je donne. Voilà. Ah oui, On vous a donné tous les éléments et je pense qu'on va rediffuser l'interview. C'est-à-dire qu'on va la remonter. Justine va remonter l'interview, va remixer tout ça et je pense qu'on va rediffuser cette interview dans nos programmes. Ça, je pense qu'il y a aucun souci. C'est l'information de l'AFM, ça. Exactement. Informé. Exactement. Et en attendant, Madame Charlot, on va vous remercier d'être venue dans les studios de Radio Puisalène parler donc du Téléthon. On va vous souhaiter un immense courage parce que je sais que vous allez faire pas toutes les manifestations parce que toutes les manifestations, faut dire ce qui est, c'est quasiment impossible. Non, c'est impossible. Mais une grande partie des manifestations. Et juste encore un petit mot, maintenant je voudrais donc remercier encore une fois Radio Puisalène pour sa fidélité au Téléthon, pour la diffusion encore plus cette année qu'elle a fait. Donc faites-moi plaisir, donnez-leur le programme puisque c'est gratuit et en plus pensez donc à les remercier aussi. Et moi je tiens à remercier personnellement mon équipe, c'est-à-dire Chantal, Françoise, Brigitte et Sophie pour l'aide qu'elle m'apporte parce qu'elle aussi cavale sur les routes de l'Oise pour la bonne cause. Donc merci encore et merci à tous les bénévoles, merci à vous tous. Et bon Téléthon dans la joie, même si le temps n'est pas beau. Et puis on salue également Raymond. Raymond, c'est le coordinateur de l'Aisne Sud avec toute son équipe autour de Vincent, voilà, qui se mobilise. Après, je connais pas Jean-Claude aussi, Jean-Claude Richer. Qui est le coordinateur, je crois, de l'Aisne Nord. Voilà, tout à fait. Richer. Voilà, toute l'équipe là je leur fais un gros bisou. Et puis également l'équipe de coordination de l'Oise Ouest. Donc mon homologue Cathy. Et puis aussi les responsables de coordination au niveau du département de la Somme. Aussi, qui sont pleinement mobilisés sur le terrain. Vive la Picardie. Exactement. Merci de nous avoir suivis sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à tous. Au revoir. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien.